Il est 22 heures. « 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle valide les candidatures d'Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié et recale celles de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. La liste des candidats autorisés pour la présidentielle de ce 31 octobre a été rendue publique ce soir. Aliou Tine, fondateur d'Afrikajom Center, alerte et prédit le pire pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Il recommande le report des élections présidentielles et appelle au dialogue. La station d'évacuation des eaux de Cambérène envahie par des eaux usées, une situation intenable. Le comité d'initiative pour la défense de Cambérène alerte l'ONAS. L'équipe municipale de Ziguinchor et le gouvernement sont responsables des inondations, accuse Ousmane Sonko qui a rendu visite aux sinistrés de Ziguinchor. Par ailleurs, il exige la libération des personnes arrêtées suite au litige foncier qui oppose la mairie de Niaguis et certains habitants de cette localité. Le contradictoire, ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Et à la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde. Bienvenue. On connaît depuis quelques heures la liste des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Sur les 44 candidats, 4 candidats dont le président sortant Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Les candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro n'ont pas en outre été retenues par le Conseil constitutionnel. On retrouve notre reporter à Abidjan, notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Initialement prévu pour le mercredi 16 septembre, le Conseil constitutionnel a finalement rendu public ce lundi 14 septembre 2020 la liste des candidats autorisés à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Sur les 44 dossiers des candidatures, 4 ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Comme il fallait s'y attendre, les candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. Avec eux, les dossiers des candidatures de Marcel Amontano, Albert Mabré-Touakus, Koulibaly Mamadou et Nyamien Konan. Le Conseil constitutionnel a en outre retenu les candidatures du président Alassane Ouattara, d'Henri Konan Bédié, de Pascal Afi Nguessan et de Kwaku Konan Bertin dit Kakabe, ancien président de la jeunesse du PDCI RDA. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Validation de la candidature d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat et invalidation de celle de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. Aliou Tine, fondateur d'Afrikajom Center, alerte et prédit le pire pour ce pays et la sous-région. Selon lui, il faut plutôt reporter les élections présidentielles et appeler au dialogue. Aliou Tine, au micro d'Amadou Moustapha Dia. S'y attendre plus ou moins, nous avons déjà alerté. Il faut tout simplement revoir les films au moment où Ouattara lui-même avait été écarté des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et effectivement, ça a créé énormément de problèmes. À l'époque même, on avait vu l'Union africaine, la CEDEAO, beaucoup de présidents anticiper pour essayer de faire des négociations, la médiation, et ça n'a pas réussi. En 2010, on sait ce qui s'est passé. Ça fait près de 3000 personnes qui ont été tuées et un président de la République qui a été pris et jugé à la CPI, Gbagbo. Donc, ça va être le remake. Maintenant, il y a pas mal de manifestations contre le 3e mandat. Maintenant, le fait d'écarter les partis politiques, ça représente des communautés. Les représentants de certaines communautés, si vous les écartez, mais vous allez créer des menaces pour la paix et pour la sécurité. Les vieux démons vont ressurgir. Mais les vieux démons sont déjà là avec le 3e mandat. Maintenant, avec l'exclusion et la condamnation de Soro, et puis l'exclusion de Gbagbo, un ancien président qui n'arrive même pas à avoir un passeport pour retourner chez lui, ça pose des problèmes. Donc, pour moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO et l'Union africaine ont beaucoup à faire en Côte d'Ivoire pour demander le report des élections, pour demander effectivement travailler à un dialogue pour vraiment avoir un consensus sur le processus électoral, sur
vraiment ce qu'on appelle les organes de régulation. Vraiment ces élections présidentielles qui nous réservent, comme on dit, un précontentieux extrêmement lourd et une situation peut-être préélectorale et post-électorale extrêmement difficile à gérer. Sud FM, Made in Sénégal. Le mur du cimetière catholique Saint-Lazare est tombé suite aux fortes pluies déversées cet après-midi à Dakar. Nous y reviendrons. Trop plein d'eau usée au niveau de la station d'évacuation des eaux de Cambérène. Libas Diop du comité d'initiative pour la défense de Cambérène alerte l'ONAS et invite la direction à prendre les devants par rapport à cette situation. Libas Diop, que je vous propose d'écouter au micro d'Amadou Moustapha Dian. Mais évidemment, on a constaté de la pluie que les eaux pluviales étaient chargées en eau usée en grande quantité. Donc on pensait que c'est le canal de l'ONAS qui a explosé, mais nous en tant que responsables, on est allé sur le terrain pour faire l'état des lieux. Ce qu'on a constaté est pire. C'est quoi au juste? Nous avons identifié 4 égards de l'ONAS qui sont ouverts et qui rejetaient en grande quantité les eaux usées vers Cambérène. Et c'est ça le problème. Les agents de l'ONAS sont sur place pour régler la situation. On ne les a pas vus, mais nous les avons contactés par le canal du coordinateur Seydina, qui a alerté la production et les responsables techniques de la zone pour nous faire comprendre que les eaux usées qui sortaient des égards venaient en grande quantité vers Cambérène, au niveau des passages de CI2 à l'unité 7, mais aussi au niveau de l'égard dénommé unité 9. Et là, vraiment, nous avons des images, ça c'est alarmant. Bon, jusqu'à présent, on ne les a pas vus et je crois qu'il est temps que la direction de l'ONAS puisse prendre ses responsabilités. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que ces derniers temps, nous avons vu que le directeur de l'ONAS est en train de faire une communication en amont sur les inondations, l'assainissement, mais il a tendance à occulter les problèmes réels des populations dont j'ai cité tout à l'heure. Et ça se voit partout. C'est vrai que les eaux usées, la STEP ne peut pas contenir l'ensemble des eaux usées de Dakar, mais la moindre des choses, si on les interpelle, puissent réagir rapidement. Mais oui, ça c'est l'émissaire qui déverse vers la mer. Mais il y a les égouts, il y a les égards qui sont dans le circuit intermédiaire, qui ne fonctionnent pas normalement. Si c'est bouché, les eaux usées sortent et en grande quantité. Et le mal, c'est que ça converge vers Cambérène. Et c'est là où nous subissons vraiment cette atrocité et la responsabilité de l'ONAS est engagée. Les populations de Diamniadio Nord s'insurgent contre l'installation des usines Thermo-Fisher et Delphinix qui ont barré la route de passage des eaux pluviales, des installations qui ont créé des inondations dans la commune. Les habitants indexent la municipalité d'avoir autorisé des constructions anarchiques, créant une absence de politique d'assainissement. Denisia Sambo. Face à la presse, les populations de Diamniadio Nord dénoncent les installations de ces 2 usines qui ont créé de graves inondations dans la localité. Mayacine Diop, leur porte-parole. Depuis l'installation des 2 usines, à savoir Thermo-Fisher et Delphinus, ils ont paré automatiquement là où passaient les eaux pluviales. Maintenant, ces eaux-là, ils ne peuvent plus passer pour suivre le circuit et les eaux sont retournées vers la population et une partie des cimetières, il y a même des tombes qui sont affaissées là-bas. Le problème de Diamniadio actuellement, c'est l'évacuation des eaux pluviales. Une situation due à une absence d'études d'impact environnemental. Ces derniers indexent la municipalité. On indexe la municipalité parce que lors de l'implantation des usines, c'est eux qui devaient arriver sur les sites, faire les impacts environnementaux et sociaux, pouvoir déterminer et exiger à l'entreprise qui s'installe de lui donner des plans adéquats pour pouvoir évacuer les eaux pluviales en temps de pluie. Et ça n'était pas fait. Et tout ça, c'est la mairie qui les a donné des autorisations de construction là-bas, sans pour autant faire les études d'impact et d'environnement. Une vraie absence de politique d'assainissement dont se désolent les Diamniadiois. À Diamniadio, il n'y a rien de tout. On n'a pas assez de cimetières. À Diamniadio, le nourrissement n'est pas normal. À Diamniadio, il n'y a pas de jardin public, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de marché digne de son nom. Et Diamniadio, il n'existe que de nom. En un mot, on peut dire que Diamniadio, il n'existe que de nom. Donc on vous dit que toute la commune de Diamniadio, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ici que les populations de la Diamniadio Nord, il y a toute la commune de Diamniadio. On a recensé qu'il y a plus de 65 maisons impactées, à savoir Ngent et Diamniadio Nord. Et les dégâts n'en restent pas. Den Maligay, Ndoukourapel, Dougarpel, Ndoyen, tous ces quartiers-là sont inondés et crient au cœur de la mauvaise gestion du maire et du manque d'assainissement qu'il y a dans la commune de Diamniadio. Les populations de Diamniadio Nord se sont également insurgées à l'endroit du maire qui avait déposé une plainte contre certains jeunes du quartier. Elles promettent de revenir sur sa gestion tant décriée après les inondations. Diamniadio, Denisia Sambo pour Sud FM.
Des accusations gratuites. Denisia Sambou rétorque la municipalité. Ces entreprises ont bénéficié de quitus environnemental avant de s'installer dans la commune. Selon le directeur des services techniques de la commune de Diamniadio, l'ensemble des services techniques déconcentrés de l'État, tels que le cadastre, ont apposé leur aval à Ronongom, joint par Adamanjon. Bon, c'est des accusations qui me semblent somme toute gratuites à partir du moment où, en fait, la mairie ne donne pas de quitus environnemental aux usines qui se sont installées sur la route nationale numéro 2. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que déjà pour le cas de Delphinus s'est installé donc sur le site en 98, c'était bien avant même la création de la commune. Tamou s'est installé plus tard, mais Tamou, ce qu'il faut retenir, c'est que Tamou a dû bénéficier d'abord d'un quitus environnemental avant de s'installer. Donc vouloir accuser la mairie d'avoir été à l'origine de ces installations et de surcroît l'accuser d'avoir provoqué ces inondations, c'est à la limite lui tenir un mauvais procès. Donc ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous, en tant que collectivité territoriale, c'est nous qui instruisons les demandes d'autorisation de construire. Mais il y a d'autres sectoriels pertinents qui sont concernés également par cette instruction. Bon, donc notamment le cadastre, les domaines, l'urbanisme. C'est autant de services techniques déconcentrés de l'État qui sont chargés justement donc de conseiller le maire de l'éclairer par rapport aux décisions d'autoriser ou de ne pas autoriser, donc à donner sur les dossiers qui lui sont soumis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le maire, il n'a pas pouvoir discrétionnaire, il a compétence liée en matière d'autorisation de construire. Inondation à Ziguinchor, Ousmane Sonko rend visite aux sinistrés, charge la mairie et lance des flèches au régime en place. Le leader du PASTEF désigne l'équipe municipale de Ziguinchor et le gouvernement comme responsable du sinistre que vivent les populations affectées par les pluies enregistrées dernièrement à Ziguinchor. Il a fait face à la presse lundi. Compte rendu, Ben Michel Kanfoudi. Ousmane Sonko n'a pas été tendre avec le député maire de Ziguinchor, le leader du PASTEF, qui a fait face à la presse lundi après une visite des sites affectés par les inondations, a chargé le maire Abdoulaye Baldé et son équipe. Nous entendons un maire qui dit c'est la responsabilité de l'État. C'est faux. C'est une responsabilité partagée. Les canaux à ciel ouvert, yu gis fii mbalit mi nekk ci ba ci kaw loolu responsabilité mairie la du responsabilité État. Nee nañu def nañu 200 millions pour curage des canaux à Ziguinchor. Man de fi ma jaar yëpp, je me demande est-ce que c'est des canaux même. Donc loolu population il faut ñu xam ni c'est la responsabilité de la mairie. Suuf si ñuy dagg di jaay course à l'enrichissement par le foncier. Suuf soo su ñuy xëccoo di jaay di ko dagg de manière anarchique sans plan directeur d'urbanisme, sans même ñu autoriser le lotissement. C'est ça qui amène ces problèmes-là. Le régime en place aussi n'a pas été épargné par les flèches du député Ousmane Sonko qui dénonce l'absence d'une réelle politique d'assainissement dans la ville de Ziguinchor. Sur le montant qui était promis à Ziguinchor, notamment les 21 milliards et quelques, il n'y a qu'un programme de 5 milliards non encore livré. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de dégâts à Ziguinchor quand il... Vous les populations, là il y a une question simple. Ñaata la état bi def dans l'assainissement de Ziguinchor de 2012 à maintenant. Au lieu de faire ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Bàyyi ba catastrophe am ñu débarquer fii di joxe ay ciment ki ay ceeb, c'est manquer de respect au Sénégal. Cet argent qui aurait dû prévenir xaalis bi ñu waroon utiliser pour situation yi bañ a am. Ñu tëdd ci ba lii am ñu dem comp ci tuuti ñëw naan am diwlin am ceeb. Ça c'est inadmissible. Il devait même avoir honte de le faire. Pour soutenir les sinistrés de la région de Ziguinchor, Ousmane Sonko et son parti ont mis en place une stratégie que décline ici le leader du PASTEF. Donc on va mettre en place un autre fonds boo xam ne mi ngi démarrer avec 75 tonnes de ciment, mais il y a une campagne de fundraising bu ñu lancé boo xam ne luñ ci am rek dañ ko ci dugal pour pouvoir aider surtout dans ces zones-là. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel, le député Ousmane Sonko exige la libération des personnes arrêtées suite au litige foncier qui oppose la mairie de Niaguis et certains habitants de cette collectivité locale du département de Ziguinchor. Selon lui, le seul tort de ces détenus, c'est d'avoir dit non à un lotissement qu'il assimile à une escroquerie foncière. Il interpelle le président Macky Sall. Ousmane Sonko avec Ben Michel Kanfoudi. Les populations qui revendiquent leurs droits, ñu ne leen ñukk di am ñu jàpp tey ba léegi 2 mois pratiquement pour les 3 et 1 mois pour le dernier. Ces gens-là, leur place n'est pas en prison. Les grands délinquants d'État qui ont volé des milliards, qui blanchissaient de l'argent, ces gens-là, leur crime c'est d'avoir déplacé des bornes. Et ils avaient raison de déplacer ces bornes-là. Nañ leen libérer. Nous avons déjà commis un avocat pour ce collectif. Quand ils sont venus hier, je leur ai dit, on vous commet un avocat. Et nous avons un avocat qui sait se battre, puisque vous avez vu qu'il s'est battu sur la question du parrainage quand les gendarmes sont allés chez nous. Il s'est battu de bout en bout, jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Donc ça, c'est déjà fait. Nous allons au-delà. Ce que j'avais dit concernant le littoral à Dakar, que les gens ne s'empressent pas d'aller acheter n'importe quoi. En tout cas, si les mairies nous reviennent, nous,
nous reverrons tous ces lotissements-là et nous restituerons les gens dans leurs droits. Ça, c'est clair. Donc, qu'ils ne s'empressent pas d'aller acheter, parce que c'est de la spéculation. Vous avez des gens qui sont directeurs généraux à Dakar, qui n'ont jamais mis les pieds en Casamance, qui ne connaissent même pas et qui ont leur lot. Alors que les populations qui vivent là-bas n'ont pas leur terrain. C'est comme ça que ça marche le lotissement. Il faut donner à toute la chaîne. C'est pourquoi le commandement territorial ne se presse pas pour faire ce qu'il doit faire. Les administrations techniques, impôts et domaines urbanisés ne se pressent pas pour faire ce qu'ils doivent faire. Jusqu'aux directeurs généraux. Même les ministres, on leur donne leur quota. Au détriment des populations. Ça, il faut que ça cesse. Donc, nous leur avons commis un avocat. Nous allons nous battre avec eux parce qu'ils organisent des marches. Si ça me trouve ici, je marcherai. Sinon, Pastef est bien représenté au marchera. Et nous prenons l'engagement de les rétablir dans leurs droits si en 2021, nous prenons les mairies comme nous le souhaitons. L'utilisation, la vente, l'importation ou encore la distribution de chicha sont interdites dans tout le pays après un arrêté des autorités car une séance de chicha est équivalente à la consommation de 40 cigarettes et cette interdiction vient à son heure selon le programme de lutte contre le tabagisme qui précise qu'avec la pandémie de la COVID-19, les jeunes sont très exposés. Les précisions du docteur Oumar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac au ministère de la Santé, joint par Mamdiara da Silva. La chicha, c'est des produits de tabac et rien d'autre. Il ne faudrait pas que les gens pensent que la chicha est moins nuisible que le tabac à chiquer ou le tabac à fumer. C'est pareil au même, c'est pire. Parce que la chicha, une séance de chicha, c'est 40 cigarettes fumées. D'ailleurs, je rappelle, la loi anti-tabac du Sénégal interdit tout produit aromatisé. Et la chicha, ce n'est rien d'autre que du tabac aromatisé. Qui tombe sous le coup de la loi. Donc, dès l'instant que la cigarette, le tabac est aromatisé, il est interdit d'utilisation au Sénégal. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de cigarettes qui étaient vendues au Sénégal, menthol, etc., ont disparu. Et la chicha, c'est la même chose. Donc, le fait de fumer la chicha, mais on s'expose au même problème du point de vue maladie que si on fumait n'importe quel autre produit. Toutes les maladies respiratoires, toutes les maladies liées au tabac, là, c'est la même chose que quand on fume, on est exposé au même type de problème que quand les gens fument la chicha. Nous sommes dans une période d'épidémie de Covid et tout ce qui peut freiner la diffusion communautaire de la maladie, c'est il faut qu'on mette le focus là-dessus. Et là, tous les jours, nous le disons. Et la chicha fait partie des sources de contamination communautaire parce que quand les gens sont en groupe, habituellement, les gens, quand ils fument la chicha, ils ne le fument pas seuls. Quand ils fument la chicha, ils se partagent, ils se passent l'embout de chicha. Donc, si quelqu'un a la maladie, il va contaminer toutes les personnes avec lesquelles il a partagé sa séance de chicha. Et ces gens-là vont partir chez eux et ils vont contaminer d'autres personnes. Donc, c'est ça la diffusion communautaire. Donc, non seulement les personnes qui fument la chicha et une diffusion communautaire de Covid, c'est dit et redit par les experts et par tout le monde depuis très longtemps, mais en plus, c'est une source de diffusion d'autres maladies depuis très longtemps. Quand quelqu'un a la tuberculose, il fume la chicha, il tire l'embout, il donne à quelqu'un d'autre, il va contaminer cette personne-là. Si cette personne-là aussi, elle a l'hépatite, elle va diffuser à l'autre, ainsi de suite. Donc, non seulement c'est des maladies qui vont diffuser, et maladies infectieuses, mais le Covid, surtout actuellement, est la cible pour laquelle nous sommes en train de nous battre, et pour que ça ne diffuse pas. Et la chicha est une source de diffusion communautaire de la Covid. Il est désormais formellement interdit l'utilisation, la vente, l'importation ou encore la distribution de chicha sur le territoire national selon un arrêté signé par les ministères de la Santé et du Commerce. Et la plupart des gérants sont au courant de cet arrêté. Seulement, ils se demandent pourquoi la chicha et non les autres tabacs. Pour d'autres, cette interdiction vient à son heure puisqu'elle vise à protéger les plus jeunes. C'est un reportage signé Ismaël Marcel Colli. À Dakar, la plupart des gérants de restaurants sont bien au courant de l'arrêté interdisant l'importation, la distribution, la vente ou l'usage de la chicha ou narguilé. C'est le cas de ce gérant trouvé avec beaucoup d'appareils de chicha. Oui, j'ai eu des informations avant-hier que l'usage de la chicha, les cigarettes électroniques, tout ce qui est comme tabac, c'est interdit. Le décret qui est sorti. Ils ont voté, mais c'est pas encore sorti. Il paraît en 2021. Seulement, ils se demandent pourquoi interdire la vente, l'usage, la chicha ou narguilé et non les autres tabacs qui sont aussi nocifs pour la santé. Ils veulent interdire la chicha, tout ça, mais pourquoi ils peuvent pas interdire la cigarette comme Marlboro, comme Excellence, Philippe Maurice? La chicha c'est un tabac, l'autre c'est un tabac. C'est quoi la différence entre les deux? Cette interdiction vient à son heure, selon Mohamed Sané,
puisque la chicha est plus dangereuse que la cigarette et intéresse beaucoup plus les plus jeunes. Effectivement, ça vient à son heure et surtout il y a un phénomène, c'est que la chicha est beaucoup plus utilisée par les jeunes qui n'osent pas fumer. Donc on a vu que à travers les restaurants ou partout à Dakar, les gens utilisent beaucoup plus et commercialisent un peu la chicha un peu partout à Dakar, et je crois que c'est un business qui est florissant et c'est très dangereux pour les jeunes. C'est dangereux pour la santé. On parle de la cigarette, mais c'est beaucoup plus dangereux encore que la cigarette. Pourquoi? Ouais, c'est beaucoup plus toxique. On a tendance à dire que la chicha est moins dangereux, mais les médecins ont prouvé et les scientifiques que c'est beaucoup plus toxique que la cigarette, et que tous les inconvénients qu'il y avait à fumer et tous les risques sur notre santé et puis sur l'environnement et sur nos proches même, ceux qui nous entourent, même s'ils ne sont pas non-fumeurs, la chicha est beaucoup plus toxique que la cigarette. Pour rappel, on entend par chicha ou narguilé tout objet, appareil ou dispositif sous forme de pipe à eau qui permet de fumer du tabac grâce à un système d'évaporation de l'eau. BFM 2020, Hambourg, un fort taux d'absence de près de 4% est noté dans le département. 432 élèves n'ont pas composé ce lundi. La majorité reste des filles. Une situation qui s'explique par le contexte de la pandémie et l'exode rural de beaucoup de jeunes filles dans la capitale. Mais au total, 13 500 candidats composent dans le département de Mbour où le protocole sanitaire est respecté dans les centres d'examen. Mbour, Moustapha Sall. 432 candidats du BFM n'ont pas composé pour les épreuves de français après le démarrage de l'examen. Le taux d'absence à Mbour est estimé à près de 4% pour l'ensemble des inspections d'éducation et de formation que compte le département. En majorité des filles, 296 candidates vont rater l'examen du BFM. Le nombre d'absences s'explique par le contexte. Je m'appelle Mamadou Sapakan, inspecteur de l'éducation en service à l'IF Mbour 2. Nous avons 4 989 candidats, dont 3051 filles. Au niveau des absents, on nous a signalé 173 au total, garçons et filles. Au total, nous avons enregistré 96,53% de taux de présence. Donc au niveau des absents, ça fait presque 3% et quelques. Puis le contexte, avec la maladie, il y a certains élèves qui étaient à Dakar, qui ne sont pas parvenus à rejoindre leur domicile, qui ont abandonné, ce qui fait qu'on a perdu 3 et quelques pourcents au niveau des candidats. Les compositions se déroulent bien avec le respect strict du protocole sanitaire, rassure l'inspecteur Khan. Dans les centres, on a pris toutes les dispositions allant dans le sens de permettre aux enfants quand même de travailler dans de bonnes conditions en respectant les gestes barrières. Au niveau des salles de classe, nous avons respecté les ratios 20 par salle dans certains établissements, comme le lycée de Ficelle. Dans les autres, presque c'est 30 par salle et un élève par table. Et aussi, on respecte la distanciation physique, au moins 1 mètre entre les élèves. Le thermoflash aussi a été utilisé, de même que le dispositif lave-mains installé un peu partout dans les cours des établissements. 13 500 élèves sont dans les salles de classe pour décrocher le brevet de fin d'études moyennes. Ces candidats sont répartis dans 61 centres et 71 jurys dans tout le département de Mbour. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. À Sédhiou, l'académie compte 4 944 candidats, dont 2286 filles. Dans l'inspection de l'éducation et de la formation, 1900 candidats sont sur la ligne de départ. Quelques absences, essentiellement des candidats libres, sont toutefois notés. La sécurité des centres et le protocole sanitaire sont de rigueur, selon Noassar, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou. Ces propos sont recueillis par Moussa Dramé. L'IF de Sédhiou, pour cette session 2020 du BFM, nous avons 1929 candidats, dont 920 filles et donc 1009 garçons. On a recensé 16 absents au niveau de la commune, donc au niveau des 3 centres que nous avons visités. Et pour l'essentiel de ces 16 absents, ce sont des candidats libres. Le protocole sanitaire, le dispositif est là depuis le mois de juin dans toutes les écoles et dans tous les établissements. Et nous avons, à l'occasion de ces examens, essayé de renforcer ce protocole sanitaire. Tout est bien, véritablement, dans tous les
centres d'examen. Et à ce niveau, nous avons bénéficié aussi du concours de la Croix-Rouge qui est là pour accompagner les chefs de centre. Donc, avec le ministère, nous avons été suffisamment dotés en matériel, donc dispositifs de lave-mains, en thermoflash, mais aussi en produits tels que le gel, les détergents, donc le savon liquide, le savon en morceaux. Donc aujourd'hui, véritablement, donc nous sommes très satisfaits. Pour la sécurité aussi, donc Dieu merci. Donc nous avons la présence des ASP, nous avons la présence aussi des agents de la police. On remercie donc tous les partenaires, tous les acteurs donc qui ont contribué à la réussite donc de cette organisation. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. On parle de la production horticole. Chaque année, faute de dispositifs de stockage et de conservation, jusqu'à 25% de pertes de récolte sont enregistrées. Pour améliorer la commercialisation, l'ARM, Agence de régulation des marchés, envisage la collecte d'une redevance pour le financement des investissements. L'IPAR a mené une étude coordonnée par le docteur Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur. Il répond à Issegna. Bonjour. Docteur Mounirou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Thiès, chercheur associé à l'IPAR. Vous avez coordonné une étude sur le financement et l'amélioration des conditions de commercialisation des filières horticoles. Que révèle cette étude? Bon, d'abord, il faut féliciter l'IPAR qui a conduit cette étude, mais également remercier l'ARM et l'équipe SAPA de la FAO qui nous ont fait confiance pour conduire cette étude qui était destinée à aller enquêter d'abord au niveau des plateformes pour tout simplement recueillir le sentiment des utilisateurs de ces plateformes-là. Il faut rappeler que les plateformes de commercialisation, c'est une innovation qui avait été introduite par l'ARM depuis 2014. Mais à partir de 2016, les utilisateurs, c'est-à-dire les agriculteurs, ont commencé à comprendre leur intérêt, leur utilité et ont commencé à donc fréquenter ces plateformes-là pour le stockage, la conservation et un certain nombre de services pour les aider à la mise en marché des produits, à la commercialisation. Et ceci, tout simplement, répond à un besoin parce qu'on sait qu'au Sénégal, 20 à 30% des produits horticoles sont perdus après la récolte. Et il fallait donc trouver une solution par rapport à cela pour aussi tout simplement permettre à l'État de satisfaire son objectif de substituer les produits locaux aux importations. Nous sommes passés donc de 4 mois de gel des importations à actuellement 8 à 9 mois de gel des importations parce que tout simplement l'État aide les paysans à ne pas perdre les récoltes parce que ces pertes post-récolte-là sont énormes et elles justifient de plus en plus d'importations. Donc aujourd'hui, l'étude qui a été donc faite a montré que les utilisateurs de plateformes, c'est-à-dire les agriculteurs, les paysans, les producteurs horticoles sont favorables à l'introduction de la redevance qui est prévue même dans les textes de création de l'ARM, que ce soit le décret de 2005 ou le 2013, cette redevance-là est prévue. Maintenant, il faut passer à la phase opérationnelle, à l'introduction de ces redevances. Et cette enquête que nous avons menée au mois d'octobre a montré, nous avons donc restitué le rapport d'enquête de terrain le 14 février 2020. Ce rapport-là a montré que les agriculteurs ou bien les producteurs horticoles sont favorables donc à l'introduction de cette redevance-là. Ils ont formulé leurs attentes, leurs besoins, notamment l'amélioration des services existants, mais l'introduction de nouveaux services. Ils ont également montré leur propension à payer une redevance. Donc, on a vu que donc plus de 50%, que cela soit pour les producteurs locaux que pour les importateurs, plus de 50% des producteurs locaux ou des importateurs sont favorables à la redevance, mais aussi ils sont prêts à payer 3, même jusqu'à 5 francs CFA par kilogramme pour une redevance. C'est ça que l'étude a fait. Maintenant, le mardi dernier, nous avons bouclé l'étude par un rapport d'option de politique qui a donc estimé les besoins, qui a estimé les ressources mobilisables, qui a montré comment recouvrer, qui a montré également comment utiliser donc ces fonds-là et a décliné une feuille de route pour la mise en œuvre. Et comment va s'opérer la collecte de cette redevance? Il y a beaucoup de scénarios qui ont été proposés. Vous savez que la redevance est une pratique qui n'est pas nouvelle au Sénégal. Nous savons qu'il y a au niveau de la RTS, la redevance est collectée par la Sénélec. Nous savons que pour la RUTEL, le service universel de télécommunications, c'est prélevé par la Sonatel. Nous savons également que pour d'autres types de redevances,
telles que par exemple la redevance au niveau du commerce extérieur, l'ASEPEX pratique les redevances. Donc les redevances sont pratiquées un peu partout, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger. Il y a beaucoup d'approches. Ce que nous avons proposé, c'est que l'ARM aurait pu recouvrer, mais l'ARM n'est pas présente au niveau de tout le territoire sénégalais. Il peut y avoir des coûts pour aller verser, faire les versements et autres. La redevance aurait pu, par exemple, transiter également dans le budget de l'État, c'est-à-dire au trésor public. Mais il peut y avoir des problèmes, des détournements d'objectifs. L'argent peut se noyer dans les fonds publics. Mais il y a une formule qui est largement utilisée, c'est le compte de dépôt de l'ARM au niveau du trésor. C'est-à-dire que les gens versent dans un compte spécifique ouvert par le trésor public pour l'ARM. C'est cette formule-là d'ailleurs qui semble être la formule qui est plébiscitée, même si la banque agricole et d'autres formes de recouvrement existent. Et ces formes-là, c'est l'ARM qui, à l'issue de cette étude-là, va donc choisir le mode qui lui permettra d'encaisser le plus rapidement possible ces fonds-là afin de faire les activités pour lesquelles ces fonds-là sont collectés. Et vous estimez pouvoir collecter cette redevance jusqu'à quelle hauteur? Bon, pour le moment, nous savons qu'il faut être prudent. Nous avons fait des simulations et des estimations pour 2 francs CFA. Parce que le choix qui a été fait, c'est que même si beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de producteurs locaux, beaucoup d'importateurs sont prêts à payer 4 à 5 francs par kilogramme commercialisé, nous sommes limités quand même à 2 francs CFA par kilogramme commercialisé pour les produits locaux et 1,5 francs CFA par kilogramme pour les produits importés, pour la redevance. C'est pour éviter que cela ait des impacts négatifs en termes pour le consommateur. Donc l'élasticité de la demande est faible à ce niveau. Donc tous les opérateurs sont d'accord sur ces montants-là. Même si au niveau de l'ARM, on aurait aimé, comme l'a formulé le DG M. Amoud Abdoulsi, pour lui, on devait aligner 2 francs CFA sur les produits locaux et 2 francs CFA sur les produits importés. Si cette redevance n'est appliquée, nous avons fait des simulations et des estimations qui montrent que 800 millions à 900 millions de francs CFA pourront être collectés dans les premières années, tout en sachant que c'est un processus qui vise à être généralisé sur d'autres produits horticoles. Les 3 filières de départ, oignons, pommes de terre, carottes, c'est juste une phase pilote peut-être, une phase expérimentale, mais normalement une redevance doit être payée à tous les niveaux pour permettre aux régulateurs d'avoir les moyens de mailler tout le territoire sénégalais en termes d'infrastructures de commercialisation pour les aider à écouler les marchés, à éviter les pertes post-récolte et à permettre au Sénégal d'être résilient par rapport aux importations. Docteur Mounirou Ndiaye, je vous remercie. Merci beaucoup. Le contradictoire. Les plateformes de commercialisation sont utiles, affirment les acteurs qui approuvent l'instauration d'une redevance, mais ils ont des interrogations. Qui va gérer les fonds et décider des investissements prioritaires? Mamoudou Ndiaye, le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, il est avec Kisenia. Mamoudou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. Aujourd'hui, des plateformes de commercialisation existent. Comment ces plateformes sont utilisées sur le terrain et quel apport dans la commercialisation? Je pense que ces plateformes sont quand même d'une utilité importante pour la commercialisation des produits horticoles dans la zone des Niayes. Aujourd'hui, comment les producteurs utilisent ces plateformes, c'est ça le problème. Il faut dire que les plateformes jusque-là sont utilisées d'une manière partielle par les producteurs. Parce qu'en fait, juste après les récoltes, les producteurs, dans leur habitude, ils avaient donc des sous-points de collecte partout dans la zone des Niayes. Parce que pour eux, ce qui était important, c'est d'écouler leur production. Mais avec l'arrivée de l'agence de régulation des marchés, ils ont jugé, en collaboration avec les organisations paysannes, de mettre en place pour les plateformes pour regrouper en un seul endroit toute l'offre et de faire en sorte que la demande soit aussi regroupée en un seul endroit, ce qui va faciliter donc les négociations entre les producteurs et les commerçants. Donc ce qui est une très bonne chose. Mais puisque l'habitude est une seconde nature, les plateformes jusque-là ne sont pas complètement utilisées par tous les producteurs. Mais aussi, il faut l'implication des collectivités locales. Parce qu'en fait, les plateformes, pour qu'elles puissent prendre la forme et que les producteurs puissent y accéder, c'est parce que il faut qu'au niveau local, que des décisions soient prises pour orienter toute la production vers les plateformes. C'est vraiment un intérêt pour la commercialisation. Parce que toute la demande est donc recueillie en un seul endroit, mais l'offre aussi est regroupée en un seul endroit. Ça facilite le contact et la négociation entre donc ceux qui sont producteurs et ceux qui sont commerçants, mais aussi ceux qui sont transporteurs. Donc en fait,
c'est le regroupement de tous les acteurs en un seul endroit, chacun négociant pour se pouvoir s'en sortir. Justement, aujourd'hui, l'ARM envisage la collecte d'une redevance pour le financement des investissements et l'amélioration des conditions de commercialisation des filières horticoles. Êtes-vous prêt à payer cette redevance et comment est-ce que vous envisagez la gestion des fonds collectés? On doit faire une redevance. La redevance doit pouvoir retourner aux producteurs afin de leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs. Compétitifs sur le marché national, mais compétitifs sur le marché extérieur. Et donc, ceci, effectivement, nous sommes d'accord pour la redevance, mais que la redevance retourne aux producteurs. Donc, je pense que la redevance est importante. Mais la question la plus importante, c'est la gestion. Comment ce fonds va être géré et quelles sont les actions ou les activités qui peuvent être financés par ce fonds-là. Je pense que aussi ça, c'est les acteurs qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir déterminer. Aujourd'hui, oui, la redevance, mais comment elle va être gérée, où on va loger les fonds et quelles sont les activités qui sont identifiées. Parce que si ce n'est pas réglé au départ, ça va finir entre les mains d'un groupe, d'un lobby qui va pouvoir utiliser pour d'autres fins. Nous, ce que nous recommandons, c'est que le fonds doit être un fonds indépendant qui va être logé dans un compte géré par un comité de pilotage ou bien. Mais en tout cas, il faut que ça soit entre les mains des producteurs, entre les mains des acteurs. Justement, si la collecte est effective, mise en œuvre, comment est-ce que vous envisagez les investissements prioritaires? La priorité aujourd'hui pour les producteurs, c'est de diminuer la perte post-récolte. Aujourd'hui, la priorité pour les producteurs, c'est de faire en sorte qu'on puisse écouler notre production partout dans le monde, en particulier en Afrique et au Sénégal, pour la consommation. Pour que ça puisse être fait, il faut qu'on soit compétent. Donc, les investissements qu'on doit faire doivent aller dans le sens de tout ce qui peut aujourd'hui contribuer à ce que nos produits soient des produits de qualité, faire en sorte que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est des produits qui soient bien présentés, et donc, même aller jusqu'à chercher un logo où on pourra dire le produit là, c'est des produits des Niayes, ou bien c'est le produit du Sénégal, c'est telle variété, cultivée dans telles conditions, et à l'arrivée, on a un produit de qualité. Maintenant, je veux dire de la qualité, il faut qu'on s'assure que les intrants que nous utilisons sont des intrants de qualité. Il va falloir donc investir sur les semences, sur les engrais. Ensuite, si on a investi sur ça, il faut qu'on investisse sur, par exemple, les pistes de production. Donc, aujourd'hui, la tonne peut-être sur quelques 6 ou 7 kilomètres, pour transporter une tonne de pommes de terre, tu peux payer plus de 10 000 francs. Vous voyez? Donc, tout ça ne contribue pas à la compétitivité du produit. Il va falloir donc aller aussi bien dans le sens de la construction des magasins, augmenter donc les infrastructures de stockage et de conservation, mais surtout aussi faire en sorte qu'on puisse faciliter le transport du produit des champs au marché et des marchés aux champs. Ça aussi, ça pourrait contribuer à améliorer la compétitivité et assurer donc la pérennité de la qualité. Parce que la qualité pour les produits horticoles est importante. Et puis quand les transports ne se font pas dans de meilleures conditions, on commence donc à grignoter sur la qualité, donc la valeur marchande du produit, et en ce moment, on n'aura pas la compétitivité recherchée, ce qui ne contribuera pas aussi à faire en sorte que le produit puisse gagner. Mamadou Ndiaye, je vous remercie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Maintenir la propreté au niveau de la gare routière de Rufisque. L'objectif de l'opération de nettoiement et de désinfection initiée par l'UCG de concert avec les responsables de la gare routière de Rufisque, le service d'hygiène et la mairie de Rufisque-Ouest. Dans le cadre du dispositif de collecte, l'unité de gestion et de coordination de gestion des déchets compte mettre à la disposition des restauratrices et boutiquiers des bacs à ordures pour maintenir propres les lieux. Daouda Tchoun, coordonnateur de l'UCG Rufisque, au micro de Denisia Sambou. On a initié cette opération de concert avec la mairie de Rufisque-Est, le garage et évidemment le service d'hygiène. Comme vous le savez, on a un rôle régalien, c'est de nettoyer en tout cas les zones, en tout cas pour qu'ils deviennent plus propres. Et on a été quand même, je dirais, entreprenant avec le président du garage pour démarrer une activité de nettoiement au niveau du garage et environ. Et ça nous permet véritablement de stabiliser et de mettre en place un dispositif pour pérenniser cette activité.
on va mettre un dispositif de collecte. Comme vous le savez, UCG est en train de faire un déploiement au niveau, en tout cas, de la région de Dakar et même en déplacement de Dakar. À l'issue de cette opération, on va installer des bacs, en tout cas des points de relais, qui nous permettront, en tout cas, de prendre en compte les préoccupations des gens qui habitent, en tout cas, qui travaillent ici au niveau du garage. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont au niveau du garage, on va les doter des poubelles, ils vont mettre là-bas les ordures et une fois maintenant, nous, on viendra ramasser et maintenant pour maintenir la propriété au niveau du garage. Une satisfaction pour le président de la gare routière de Rufisque, Fallou Samb, qui estime que la salubrité est une chose essentielle. On l'écoute avec Denisia Sambou. Comme vous le savez, la gare de Rufisque a été officialisée étant la deuxième gare officielle de la région de Dakar. Donc, vu aussi le contexte de la Covid-19, nous, on a pris en tant qu'acteur toutes les dispositions pour éviter la propagation du virus à partir de la gare. Mais comme vous le savez, la salubrité est quelque chose vraiment d'essentiel. On doit aussi vraiment mettre l'accent. C'est la raison pour laquelle on a demandé une réunion technique qui nous avait réunis. C'est à partir de ces réunions qu'on a pris la décision vraiment de venir mettre cette opération aujourd'hui. Donc comme vous le savez, on a fait le tour des restaurantrices pour leur sensibiliser, de doter chacune d'elles d'un bac à ordures pour vraiment collecter les ordures. Vraiment aussi, comme vous l'avez vu, le coordinateur vient de l'évoquer, il nous a promis de nous doter des bacs à ordures pour des points de collecte, là où nous pouvons rassembler tous les ordures. Vraiment, le service d'hygiène aussi a profité pour désinfecter toute la gare avec tout le matériel. Ils ont même promis de mettre sur place une équipe de suivi qui va vraiment mettre en coordination directe avec eux pour qu'on puisse vraiment maintenir le suivi. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de voir la commune, l'UCG, les services d'hygiène, tout le monde vraiment s'accorder sur le même violon pour venir nous apporter mes forces. Nous ne pouvons qu'en féliciter et les remercier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Khadissa. Voilà, c'en est tout, chers auditeurs. C'est la fin de cette édition mise en ondes par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sud FM Sen Radio. Tout de suite, Sud Nutrition, suivi de votre émission Dianobi avec El Hadj Maodo Faye. Chaque jour,